Bonjour, ici Piero San Giorgio. Je souhaitais vous parler aujourd'hui d'immigration et de métissage. Alors, ce sont des sujets qui sont toujours sensibles, malheureusement, dans notre monde, parce que tout de suite, les gens s'imaginent, ne serait-ce que parler du sujet, c'est être raciste. C'est comme aujourd'hui, rien que dire le mot juif fait de vous un antisémite, ou alors fait que l'on craigne, si vous êtes celui qui utilise ce mot, d'être antisémite. Donc il faut prendre des pincettes, il faut marcher sur des œufs. C'est complètement débile, donc je ne le ferai pas. La raison pour laquelle je vais vous parler de ce sujet, c'est parce que nous sommes dans un monde globalisé, avec des migrations dans tous les sens et dans toutes les directions qui sont à un volume absolument gigantesque, et que dans des effondrements économiques qui vont s'amplifier et qui vont commencer dans certains pays pour s'amplifier dans d'autres, et qui ont déjà commencé, évidemment, si vous êtes en Irak, ça fait déjà 30 ans que vous êtes dans l'effondrement économique, en Syrie, ça fait 4 ans, etc. etc. Eh bien, les phénomènes de migration, les phénomènes d'émigration, ils ont des conséquences, ceux-ci vont s'amplifier. Comment est-ce que nous pouvons nous préparer? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Tout ça, c'est assez important et ça mérite un petit peu d'être mis dans un certain contexte. Encore une fois, sans passion, sans haine, avec froideur, analyse, méthode scientifique, si on peut être même assez rigoureux. Euh, Tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que, pour citer le très grand écrivain américain Feu Gore Vidal, l'histoire n'est que l'étude des migrations de peuples qui vont se déplacer sur des nouveaux territoires, qui vont chercher à obtenir ou à utiliser des nouvelles ressources et ou s'approprier des moyens de reproduction nouveaux ou étendus. En fait, nous sommes, de ce que nous connaissons aujourd'hui de l'histoire très ancienne et de l'évolution, c'est que nous sommes nous humains, des êtres tropicaux. Nous sommes nés juste là derrière mon oreille, en Afrique, dans la vallée du Rift, nous, dans la région de Kenya et la Tanzanie actuelle. Nous avons ensuite évolué, migré pour obtenir plus de territoire à travers l'Afrique, à travers le Moyen-Orient, et puis des souches se sont séparées. Une partie est allée sur l'Asie, Asie du Nord, Asie du Sud, une partie est allée sur l'Europe, et de là, nous avons continué à migrer. Une partie des humains asiatiques sont partis à travers le détroit de Bering et ont peuplé finalement l'Amérique. Et puis enfin, il y a eu sûrement des civilisations qui ont disparu, qui se sont probablement baladées dans le monde. Mais enfin, de ce que l'on sait, c'est clairement, par exemple, les Européens, à partir du XVe siècle, ont commencé à migrer en Europe. Et là, on voit un exemple de migration tout à fait étonnant. On a vu des populations européennes aller en Amérique et déplacer, parfois exterminer, et remplacer les populations amérindiennes, en tout cas massivement. Aujourd'hui, à part en Amérique latine où il y a eu justement du métissage, l'Amérique du Nord a eu peu de métissage et beaucoup simplement de remplacement. Le grand remplacement de population, il a eu lieu, par exemple, en Amérique du Nord, par les Européens qui ont remplacé les Amérindiens. Ce n'est pas le seul exemple massif. Hein. Nous avons eu les grandes, ce qu'on appelait les invasions barbares, qui étaient en fait très petites, puisque c'était à chaque fois quelques centaines de milliers de Goths, Huns, Burgondes, Francs, plus tard les Vikings, etc., ou les Huns, euh, ou des Mongols, qui successivement, par phase de l'Asie centrale ou de l'Europe du Nord, ont, par pression démographique, probablement ils avaient d'enfants, donc ils devaient, parce qu'il y a peut-être eu trop de ressources, donc à un moment, ils ont souhaité s'étendre, et donc ces mouvements de population ont mis pression sur les populations voisines, qui elles-mêmes, bah, si elles ont été vaincues, ont peut-être dû quitter leur région, et donc petit à petit se sont étendues, et sont arrivées jusqu'aux limites de l'Empire romain, qui lui-même a migré à l'intérieur de son empire, puisque c'est pas l'Empire romain a démarré autour de Rome, et enfin la civilisation romaine a démarré autour de Rome, elle s'est agrandie, quand c'est devenu un empire, bah, les Gaulois, ils ont vu arriver les Romains, d'abord ça a été une invasion guerrière, puis ensuite ça a été une colonisation, et ensuite il y a eu métissage, puisqu'on a parlé de civilisation gallo-romaine. Quand les Francs ensuite sont arrivés, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les populations franques, elles ont, comme avant les Goths, comme les Visigoths, comme les Huns, etc. Mais les Francs, quand ils sont arrivés en Gaule,
en Gaule romaine, dans les provinces romaines de Gaule. L'Empire romain s'était effondré. Les Francs, ils n'ont pas massacré tout le monde, ils sont arrivés. Les élites franques se sont mariées avec les élites gallo-romaines pour administrer et permettre d'avoir ce qui est devenu le royaume franc, etc. Pareil pour les royaumes visigoths, pareil pour les royaumes goths. Les Turcs qui sont arrivés d'Asie centrale et voilà, eux aussi ont conquis l'Empire byzantin petit à petit. Ce faisant, ils se sont métissés avec eux. Les Turcs, c'était des Mongols, hein, c'était comme des Huns ou comme des Chinois. Enfin, lorsqu'ils sont arrivés, ils étaient encore, tu vois, les cheveux longs, les yeux noirs, la peau plutôt mate jaune, en guillemets, et les yeux bridés. Et puis petit à petit, en se mélangeant avec la population grecque, population latine et moyen-orientale, ils se sont européanisés, caucasisés. Aujourd'hui, les Turcs, c'est un peuple de blancs caucasiens. C'est assez intéressant. Il y a eu les invasions et les migrations arabes. Là aussi, on voit la plupart du Maghreb, la plupart des gens, ils ont des origines en réalité qui sont kabyles, qui sont wisigoths, qui sont berbères, et très très peu arabes. Même ceux qui se disent je suis d'origine arabe, en fait, ils ont très peu d'origine arabe, parce que les Arabes qui ont conquis ces régions étaient peu en nombre. Ils ont conquis de manière très efficace, parce qu'il y avait beaucoup de vide. L'Empire romain s'était effondré, les Visigoths étaient présents, mais pas excessivement puissants. Et donc génétiquement, il y a peu d'Arabes. D'ailleurs, on le voit morphologiquement, beaucoup de gens du Maghreb, ils ont fait des morphologies plutôt berbères, kabyles et même wisigoths, ou même romaines, ou même grecques en réalité, et c'est intéressant de voir ces mélanges. Donc l'histoire, au fond, ce n'est que ces mélanges de populations qui font que c'est pour ça que c'est aussi très compliqué de parler de race. Bien, moi je pense que ça existe, parce que même si c'est très difficile, biologiquement c'est très difficile à définir, puisqu'il y a des variantes, il y a évidemment euh, je sais, par exemple entre les Africains subsahariens, où clairement on peut dire c'est une race noire, on appelle ça négroïde. Ok, la réalité c'est qu'entre un Éthiopien qui se prétend blanc, un Sénégalais, un Nigérian, un Pygmée du Zaïre ou du Cameroun, ou même un Xhosa d'Afrique du Sud, etc., il y a des variances extrêmes de morphologie, de taille, de type de corps et même de fonctionnement interne des organes. On voit aujourd'hui que la musculature, même la manière dont les globules rouges transportent l'oxygène varie vraiment beaucoup d'une ethnie à l'autre, etc. Donc c'est très difficile de parler de race dans l'espèce humaine, hein, on est bien d'accord, on est tous humains, on est tous à peu près avec les mêmes souches très très similaires. Alors évidemment, entre un grand Finlandais de 2 mètres de haut, enfin un Hollandais de 2 mètres de haut et un Pygmée d'1 m 40, c'est impressionnant, mais c'est de la même manière que la différence entre un Danois et un Teckel. Il y a des différences, mais pourtant ça vient de la même race, ce sont tous des loups. Les chiens, ce sont des loups. Et bref, c'est moi je trouve, à part ça, que ce qui est extraordinaire dans l'espèce humaine, c'est justement cette diversité. C'est un mot qui est galvaudé aujourd'hui, diversité, mais cette variance, ces différences physiques, culturelles, avec tout ce qui va avec, sont assez exceptionnelles. Et ce qui fait la beauté du monde, c'est de pouvoir rencontrer des gens qui viennent d'horizons différents et qui viennent de cultures différentes et même qui ont un physique différent. Alors ensuite, on a nos préférences. Hein. Moi, je veux dire, une nana aborigène, je la touche pas avec un bâton. Je veux dire, sexuellement, c'est pas mon truc. Je préfère les filles plutôt maigres, plutôt filiformes, blanches et aux yeux clairs. Voilà. Et ça, c'est mon goût à moi, mais ça, c'est normal. Peut-être qu'une fille aborigène, elle va trouver qu'un gros chauve d'1 m 90, 1 m 85 à la peau blanche, c'est totalement dégueulasse. Mais c'est pas grave, et c'est très bien, mais les préférences, elles sont humaines. Et de la même manière, à l'inverse, il y a des gens qui trouvent des gens très différents d'eux extrêmement attirants. Il y a le côté, l'attirance de l'exotisme est tout à fait, peut être tout à fait séduisant et peut être tout à fait sexuellement attirant et peut permettre d'ailleurs des enfants, on voit souvent des très moches Européens qui vont coucher avec des Noirs ou des Noirs, enfin dans tous les sexes, hein. Et inversement, on voit des enfants de ces couples où l'un des deux est vraiment super moche devenir assez beau, parce que finalement, la diversité génétique extrême, elle va permettre finalement une moyenne et une amélioration
de ce que va être donc les enfants. Donc on voit souvent que, je sais pas, deux blancs très moches ensemble, ils vont faire des enfants très moches, mais qu'on voit tout d'un coup qu'un blanc et une noire, même si le blanc est très moche, avec un peu d'argent quand même, va donner tout d'un coup des gosses assez intéressants, assez forts. Et ces mélanges sont intéressants. L'autre jour, par exemple, j'étais dans une activité et on avait, par exemple, il y avait une japonaise, il y avait un indien, il y avait un couple entre un suisseau-brésilien et une anglo-sri-lankaise. Donc ça fait des mélanges extraordinaires. Encore une fois, alors, je saute du coq à l'âne, mais dans la crèche d'une de mes filles, il y avait un gamin où sa mère est péruvienne et son père est kurde. Et il n'y a que à Genève où on a ce genre de mélange. C'est absolument génial. Et moi, je trouve ça fascinant, hein. Moi, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir rencontrer des gens et de dire, mais au fond, tu vas puiser tes racines, ton identité dans ta mère qui est, je sais pas, péruvienne justement, ou ton père qui est kurde. Et donc, ça veut dire, est-ce qu'il est kurde chrétien, est-ce qu'il est kurde musulman, est-ce que sa mère est péruvienne d'origine plutôt amérindienne, ou est-ce elle a plutôt des origines espagnoles. Donc, on a ces multiples cultures, et puis peut-être que le gamin, il va collectionner des timbres. Donc, vous voyez, les identités, elles sont extrêmement multiples. Je le dis toujours, quand les gens te disent, pardon, quand les gens ils me disent, mais en fait, tu es un survivaliste. Et moi, je leur dis, mais ça veut rien dire. Pardon. Ça veut rien dire survivaliste. C'est quoi? C'est une étiquette. Mais je suis aussi un père de famille, je suis aussi un entrepreneur, je suis aussi un bûcheron, un fermier, un conférencier, blanc, européen, italien d'origine, suisse. Nous avons tous des origines et des identités multiples. Vous allez voir, c'est un élément important dans la réflexion que j'aimerais avoir avec vous. Donc, là-dessus, quand on parle d'identité, quand on parle de peuple et d'ethnie qui migrent depuis la nuit des temps, cette migration, la question qu'on doit se poser, en fait, puisqu'elle existe, elle est là, la question c'est est-ce qu'elle est bénéfique ou pas, est-ce qu'elle s'accélère ou pas. Eh bien ça, c'est une question de rapport de force, c'est-à-dire que si un peuple migre, ou une partie d'un peuple migre pour aller sur un autre territoire qui est occupé par un autre peuple, une autre migration, cette migration, elle peut être plus ou moins violente, plus ou moins pacifique. On peut imaginer que le peuple qui, tout d'un coup, est dans un terrain et voit arriver un autre peuple peut dire non, non, nous, on ne vous veut pas ici. À l'inverse, le peuple qui arrive, il demande peut-être pas leur avis. Il arrive avec l'intention de prendre le territoire. Et si vous regardez les récits anciens, souvent, lorsqu'un peuple arrive sur un territoire d'un autre peuple, en général, il massacre tous les hommes, il met en esclavage les femmes, voire il se reproduit avec, parce qu'il y a cette vieille coutume de prendre possession des femmes des autres, puisque ce sont des vecteurs de nouveaux enfants et de culture, et on va accélérer et augmenter notre puissance. Alors c'est une façon, je veux bien, c'est Atavi qui est ancienne de voir la chose, il suffit de lire dans la Torah, qui est le texte de la Bible, hein, comment les Juifs, les tribus juives devaient traiter leurs ennemis. Bah, c'est clair, hein, c'est extermination, c'est génocide, et ensuite c'est appropriation des femmes et des enfants comme esclaves. On voit aujourd'hui le Daesh, ISIS en Irak. Là aussi, c'est clairement une approche tout à fait classique, c'est-à-dire qu'on arrive dans une région, là en l'occurrence il y avait des Yazidis, c'est une religion locale, les hommes ont été exterminés, les femmes ont été mises en esclavage ou prises comme épouses pour faire des enfants qui seront des futurs combattants, des futurs soldats, et qui sont en tout cas dans la nouvelle culture, et qui sont plus dans l'ancienne culture. Et d'ailleurs, anthropologiquement, le fait que les femmes savent qu'elles peuvent survivre, euh, même si un ennemi vient et les capture, c'est aussi un des éléments pour lesquels c'est à l'homme de défendre sa culture et sa femme, parce que la femme, quelque part, on ne peut pas trop lui faire confiance. C'est-à-dire que si l'ennemi, l'étranger arrive, la femme va finalement accepter. Bon, au début, elle va se faire surtout taper pour qu'elle le fasse, mais après, elle va, par défaut, puisque les hommes vont être exterminés, elle lui restera que des nouveaux hommes. Si elle veut encore avoir des enfants et donc se reproduire, eh bien, elle va accepter finalement d'aller avec la nouvelle culture, avec le nouvel ennemi. Et ça, c'est une des faiblesses du point de vue de son ancien homme, de la femme. Donc il faut toujours les surveiller et faire très attention. Alors évidemment, on parle de tribus anciennes, encore que ça arrive en Irak aujourd'hui. Les nettoyages ethniques en Bosnie, les femmes étaient utilisées
comme moyen pour faire des enfants, pour s'approprier finalement génétiquement de la tribu adverse, alors vous allez me dire, c'est une approche très conne de vivre. Moi, je suis d'accord. C'est pas du tout comme ça que moi je vois les choses. Mais néanmoins, c'est comme ça que fonctionne l'être humain. Nous sommes encore des singes. Et les singes, d'ailleurs, fonctionnent comme ça. Quand les singes génocident une tribu de singes, parce que il y a beaucoup de gens qui pensent que les animaux sont gentils et tout. Non, non, non. Nos cousins, les chimpanzés, ils sont aussi violents que nous. Simplement, ils n'ont pas de fusil et d'armes nucléaires. Ils y vont à coups de baston. Quand ils prennent le territoire d'une autre tribu de singes, ils massacrent les mâles, ils violent les femelles, et ensuite ils les prennent dans leur clan une fois qu'elles sont enceintes. Et les femelles chimpanzés, elles n'ont pas de fidélité à leurs anciens mecs qui ont été massacrés. Au bout d'un moment, il faut bien qu'elles survivent, et il faut bien que leurs enfants survivent, donc elles s'associent au nouveau groupe, et c'est comme ça. Alors, fort de cette constatation historique, anthropologique, et je pourrais aller dans le détail, hein, j'ai des bouquins là-dessus, que je pourrais citer, ça va de Lorenz à Lévi-Strauss, à plein d'autres. Alors ensuite, la question qu'il faut se poser, c'est aujourd'hui, dans un monde globalisé, alors évidemment, il est rare que les gens se migrent pour envahir une nouvelle ou occuper un nouveau territoire. Alors bien sûr, on a parlé de l'Amérique, l'Australie, Israël. C'est clair que c'est des colonisations où il y a du nettoyage ethnique. Hein. Il y en a eu et il y en a encore. Après, la plupart du temps, ce sont des migrations aujourd'hui qui, en tout cas dans les 2 derniers siècles, ont été économiques. Moi, j'ai des cousins italiens qui ont quitté l'Italie pour aller vivre aux États-Unis. Et je pense que grand nombre d'entre vous ont dans vos origines des gens qui ont bougé d'un autre pays pour arriver dans le pays où vous êtes et qui ont fondé une famille de laquelle vous êtes issus. Beaucoup de Polonais, enfin beaucoup, quelques centaines de milliers de Polonais ont quitté la Pologne au siècle dernier, au début du siècle dernier, pour aller dans le nord de la France. Il y avait quelques milliers de Nord-Africains qui sont allés travailler en France après la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait des Italiens qui sont allés travailler en France, par exemple. Ici, dans mon pays, en Suisse, il y a eu des Italiens. Ensuite, il y a eu les vagues d'Espagnols, de Portugais. On a eu récemment des réfugiés des Balkans et du Sri Lanka, il y a une vingtaine d'années, etc. Donc ces migrations économiques, même parfois politiques, dans le cadre des vrais réfugiés politiques, eh bien, elles ont permis, au cours du dernier 200 ans, siècle et demi en tout cas, d'avoir un mouvement de population. Alors évidemment, ce mouvement de population, il se faisait surtout euh, de régions pauvres à des régions un petit peu plus riches ou qui avaient un potentiel. Typiquement, les États-Unis ont accueilli des populations venant du monde entier. En fonction des crises, ils ont accueilli justement des Italiens, des Espagnols, des Anglais, des Allemands, des Suisses même, des Français un petit peu, des Arméniens, des Turcs. Il y a toutes sortes de pays du monde entier, des Haïtiens plus récemment, etc., qui sont arrivés aux États-Unis parce qu'il y avait de l'opportunité. Et lorsqu'il y a une opportunité, on arrive encore, par le travail, par l'économie, à créer une forme de culture commune. C'est-à-dire que dans l'effort, après tout, que si vous devez survivre dans les montagnes rocheuses, que vous soyez fils d'un esclave noir qui a quitté une plantation de Caroline du Sud, ou que vous soyez un Irlandais ayant quitté New York et avant ayant quitté l'Irlande à cause de la grande famine, ou que vous soyez un paysan du Hanovre ou de Bavière étant arrivé aux États-Unis et souhaitant tous aller en Californie. Bon, quand il fait froid, vous êtes avec vos chariots au plein milieu des montagnes rocheuses ou que vous êtes attaqué par des Indiens qui n'ont pas envie que vous traversiez leur terre parce que putain, vous allez les tuer, parce que vous allez tuer leur gibier, leur bétail, enfin leur gibier, leur terrain de chasse, et de toute façon vous allez les déplacer, et ils avaient raison. Bon, et bien au bout d'un moment, ça forge, ça vous soude. Donc il y avait ce concept de melting pot où finalement les gens, dans l'effort, dans le travail, il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas d'État-providence. Bon, bah, les gens, ils devaient bosser dur, et à la fin, ils se retrouvaient avec quelque chose en commun. C'est plus une vue de l'esprit qu'une réalité quand plus on s'approche d'aujourd'hui, mais ça a aussi existé. Lorsque les Polonais arrivaient en France et qu'ils travaillaient dans les mines, au bout d'un moment, le mineur français, il arrêtait de rouspéter en disant ils sont venus nous piquer notre boulot. À la fin, ils subissent les mêmes coups de grisou, les mêmes accidents que vous. Ils ont des salaires de misère, ils ont les mêmes problèmes que tous les autres. Au bout d'un moment, il y a une solidarité, il y a des mariages qui se font. Au bout d'un moment, l'assimilation, elle se fait. Après, il y a un rôle de la culture
du pays dans lequel le migrant arrive, qui peut être plus ou moins flexible ou pas avec des cultures venant d'étrangers. Parfois, des pays, comme ça a été le cas de la France notamment, ou c'est encore le cas de la Suisse, demandaient aux populations immigrées de s'assimiler, non pas de s'intégrer, il n'y avait pas de respect à la différence. C'était si tu viens de Pologne ou d'Algérie ou d'Italie ou de Dieu sait où, tu vas devenir comme la culture d'accueil. Tu vas être français, tu vas être suisse, tu vas être allemand. Et ça veut dire que tu vas apprendre la langue parfaitement. Tu vas faire l'effort, tu vas envoyer tes enfants dans l'école qui va les cadrer dans une culture définie. Ensuite, on l'aime ou on l'aime pas. Mais ça, c'est un choix. Vous pouvez toujours partir. Et vous allez suivre les rituels et les processus d'intégration, d'assimilation, qui sont bien sûr l'école, le service militaire, le respect des lois, et finalement d'accepter de perdre une partie de votre identité antérieure. Vous pouvez garder un petit peu culturellement à la maison, mais vous allez prendre la culture et les us et coutumes du coin. Ça a fonctionné jusque dans les années 60-70 dans la plupart des pays du monde, parce qu'on demandait aux gens, si vous venez ici, vous allez devoir sacrifier une partie de votre culture, en échange de quoi vous pouvez rester et vous serez accepté plus ou moins. Et vous serez capable un jour de faire partie intégrante de la communauté et donc de la culture du nouveau pays. Ça a changé à partir des années 70, parce qu'évidemment, d'une part, la quantité de migrants a augmenté par l'effet démographique. Si vous avez lu mon livre, vous voyez comment la démographie est exponentielle ces derniers siècles. Et donc, par cet effet de masse, tout d'un coup, il ne faut plus intégrer, il n'a plus fallu intégrer seulement 100 000 ou 200 000 Polonais italiens ou 100 000 Algériens après-guerre ou 100 200 000 Algériens après-guerre. On dit toujours, souvent des Algériens me disent, oui, mais nous, on a construit la France. Mais tu n'as rien construit du tout. D'abord, tu n'étais pas né, et tes parents qui étaient là, s'ils étaient là, ils étaient 200 000, ils n'ont rien construit du tout. Il faut arrêter les fantasmes et la branlette, quoi. Mais enfin, ils ont contribué et c'est très bien. Et d'ailleurs, ils sont parfaitement intégrés, ils appelaient leurs enfants avec des noms français. Très bien. À partir des années 70, ça a changé. Surtout, ça s'est accéléré dans les années 70, 80, 90, où avec ces idioties on sait pourquoi, alors je ne vais pas aller sur pourquoi on a augmenté l'immigration, pourquoi il y a eu le regroupement familial, mais en gros, ça sert le capital et ça sert l'économie libérale de dire finalement, plus il y a de gens, plus on va tirer les salaires vers le bas, plus ça va faire de la concurrence, et plus les ouvriers, notamment en France et notamment en Angleterre, qui avaient des pays avec de grandes revendications sociales, plus on va leur casser leur papatte arrière, on va casser donc toutes ces revendications par le fait d'amener plus d'immigrants, et après on verra bien s'ils sont assimilés ou s'intégrer. De toute façon, ça c'est le problème de l'État. Donc du point de vue des grandes entreprises, c'était tout bénef d'avoir plein de gens qui venaient. L'État, il a subi l'idéologie gauchiste des années 60-70 qui dit que finalement, tout est la faute des Blancs. Je veux dire, si tout d'un coup les Tutsis ont détruit les Hutus, c'est la faute des Blancs. Si l'Holocauste, machin, toutes ces conneries, c'est la faute des Blancs. Et donc, en fait, il y a une sorte de haine de soi qui, en plus, liée à une fête de soif du pouvoir en utilisant de la démagogie et du socialisme absurde, cette haine de soi-même fait que finalement quand on se déteste, autant on admire les autres, et donc autant faire venir les autres qui vont donc nous remplacer puisqu'on se déteste. Donc ça c'est l'idéologie, un des éléments de l'idéologie gauchiste, de ce marxisme culturel complètement absurde qui aurait horrifié Marx, qui aurait horrifié même probablement Lénine, et qui a accéléré ce processus. Et lorsque la masse devient de plus en plus grande, d'une part, c'est techniquement et mécaniquement beaucoup plus compliqué d'assimiler les gens. C'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus facile si vous avez 1% de votre population qui vient d'une culture même très très différente, de lui dire, bon, ben maintenant c'est comme ça que tu dois faire. Si en revanche, une culture très différente représente 10% de la population, c'est le cas de la Suède aujourd'hui, où la Suède est passée d'une population totalement homogène, en 15 ans, une population où on a 10, 15, bientôt 20% de la population qui vient du Moyen-Orient ou de l'Afrique. Comment ils vont faire? Ben, ils ne le font pas. Et d'ailleurs, ça explose avec finalement des cultures qui viennent et qui, parce qu'elles ne s'assimilent plus, en première phase, ben, elles vivent séparées. C'est d'ailleurs le modèle anglais où on a les Pakistanais, les Indiens, les Jamaïcains, les Haïtiens, les Nigérians, qui vivent dans des quartiers plus ou moins séparés.
Et tant que ça va bien et qu'il y a une économie florissante, ça va, mais très vite, et même quand l'économie va bien, c'est le cas de la Suède, tout va bien, on commence à voir des sortes de conquêtes ethniques du territoire, où un territoire qui est composé essentiellement d'une ethnie va commencer à dire, mais finalement, dans ce territoire, je fais ce que je veux mettre ma loi, je veux imposer ma religion, et finalement, l'État d'accueil, on le considère comme un ennemi, et ses représentants, que sont la police, les ambulances même, les pompiers, etc., vont être caillassés, vont être luttés, on va brûler leurs voitures, etc. Et même les autochtones, donc les gens, donc les Suédois, vont être des proies. Ça va être les gazelles que les chacals vont aller attaquer, parce que je ne peux pas les appeler des lions quand même, qui vont violer, et on voit en Suède des cas où 100% des viols, c'est des immigrés sur des Suédoises. C'est hallucinant. En France, pour ceux qui ont lu France Orange Mécanique, 200 viols par jour. Alors là aussi, il faudrait voir quelles sont les statistiques, puisqu'en France, il n'y a pas de statistiques ethniques. Mais là aussi, il serait intéressant de voir qui fait quoi, pourquoi et dans quel territoire, parce que c'est pas à Neuilly où tu as la racaille de banlieue qui va violer la fille de bourgeois. C'est dans les quartiers, les pauvres, les blancs d'origine française, français, qui sont pauvres, se font violer par les autres qui sont d'origine, qui sont français aujourd'hui, donc on peut pas faire des statistiques, c'est la perversité du truc. Donc on dit toujours, ah mais non, c'est des Français, et les gens te disent, mais moi je suis aussi français que vous, ouais, à voir. Et en tout cas, cette masse, et c'est l'effet de masse, hein, que ça aurait pu être je veux dire, s'il y avait 2 millions de Finlandais qui débarquent en Tunisie, ça poserait des problèmes. C'est pas une question de culture. Moi, je pense sincèrement que c'est pas fondamentalement une raison, une question d'ethnie, une question de religion. C'est fondamentalement des cultures différentes qui se clashent, nous ramènent à notre état atavique qui est celui d'exterminer les mâles et de violer, de s'approprier les femelles et prendre le territoire. C'est comme ça. Après, bien sûr, hein, il y a des religions plus agressives que d'autres, il y a des cultures plus agressives que d'autres. Je veux dire, je sais pas, un Kosovar, c'est pas un Serbe, c'est pas un Bulgare, c'est pas un Allemand, le Bavarois, c'est pas un mec de Hanovre, un Alsacien, c'est pas un Breton, un Corse, c'est pas un Catalan, etc. Que ça, il y a des cultures différentes, et ça, d'ailleurs, c'est ce qui est bien dans le monde, c'est ce qui est super intéressant. Mais encore une fois, je fais une petite parenthèse, moi je trouve ça intéressant parce que je ne vis pas dans le quartier où je me fais violer, où je me fais tabasser. Je dis ça parce que je suis plutôt aisé, j'ai eu une éducation privilégiée dans ma vie, et donc je ne suis pas confronté, même quand je voyage avec les moyens, et je ne suis pas confronté à ces violences, et donc j'ai une approche relativement petite bourgeoise de cette vision de l'immigration en ce qui me concerne. Alors donc je peux dire que je trouve génial de rencontrer des gens qui sont de multiples origines. Et voilà, c'est vrai que je ne fais pas 1m50, je ne fais pas 40 kilos, je ne suis pas une fille, je ne porte pas de mini-jupe, je ne me fais pas défoncer le fion par 15 mecs à coup de batte d'abord et ensuite à coup de trick dans la cave. Donc c'est sûr que le problème, il ne me concerne pas. En même temps, je suis armé, je fais des arts martiaux. Enfin, évidemment, ça change la donne que si vous êtes une jeune caissière de prise unique, avec pas le temps de vous former, avec deux gamins, et puis vous êtes plutôt mignonne, et vous faites fracasser la tronche régulièrement à l'entrée de votre immeuble, et voilà. Et de toute façon, la police, elle porte pas, vous pouvez même pas porter plainte, la police vient pas parce que c'est plus leur territoire, et vous voyez ce que je veux dire, je suis très conscient de la position privilégiée de laquelle je vous parle aujourd'hui. J'essaie d'avoir une attitude détachée, froide, mais la réalité, c'est que je sais que pour peut-être vous qui m'écoutez, vous subissez ce problème tous les jours. Vous êtes beaucoup plus hard que moi et vous allez voter en conséquence et vous allez agir en conséquence. Alors que moi, ben, je peux avoir le luxe de ne pas avoir à descendre dans la rue avec la batte et avec mes potes à faire la loi, parce que j'ai pas besoin. En plus, j'habite dans un pays où nous assimilons encore les gens venus d'ailleurs, et ça se passe encore assez bien. Ça s'empire, mais ça se passe encore assez bien en Suisse. Tout ça pour dire que donc ces vagues d'immigration, elles ont été massives à partir des années 70 et 80, et avec la perte de volonté d'assimiler, et toutes ces idées de respecter la différence, machin, toutes ces conneries, en fait, nous avons admis, en tout cas dans les pays qui accueillent l'immigration, nous avons admis que nous sommes en train de nous faire coloniser. De la même manière, la colonisation, c'est quand le peuple dit non, moi je veux pas, et les gens ils viennent quand même. Et ils viennent quand même, et
ils imposent de plus en plus leur façon de faire. Je veux dire, quand, je sais pas, les Anglais, les Français, ils allaient en Afrique, c'était pas de l'immigration, c'était pas de la migration, c'était pas de l'immigration, c'était de la colonisation parce qu'à un moment, ils imposaient leur façon de commercer, leur façon de faire, leur religion, ils imposaient même une certaine forme, un nombre de populations dans certains cas, pas partout, et donc c'était totalement, en fait, à terme, insupportable pour les gens du coin qui, au bout d'un moment, ont dit non, on ne veut plus, et ça s'est fait plus ou moins pacifiquement, plus ou moins dans la violence, et les colons, dans de grand nombre de cas, ont dû partir. Dans d'autres cas, pas non, mais dans un grand nombre de cas, ont dû partir, volontairement ou pas. Et donc ça, c'est quelque chose qui risque de se passer d'ailleurs dans les pays qui sont aujourd'hui colonisés par les migrants, quels qu'ils soient. Mais on voit la France qui est colonisée par l'Algérie, par le Sénégal, pas par l'État du Sénégal, pas par l'État de l'Algérie, mais par des populations algériennes, par des populations sénégalaises, maliennes, dans l'Angleterre qui est colonisée par le Nigeria, par l'Haïti, etc. Et au bout d'un moment, les gens, ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'au bout d'un moment, lorsque vous êtes né de parents algériens, maliens, peu importe, sénégalais en France, et qu'on vous dit en plus vous êtes français et que vous avez fait votre école en France, vous n'avez pas l'impression de coloniser la France, parce que forcément, vous, d'abord, vous avez le papier français, ou pour le Nigeria en Angleterre, vous avez en partie une culture française, et une partie une culture... donc, le pays s'est modifié. C'est pour ça que lorsque j'entends parler ces temps de mouvement de rémigration, et je vais en discuter probablement une autre fois, y compris avec les personnes qui participent, c'est un projet qui m'interpelle d'une part parce que il y a du sens, c'est-à-dire qu'à un moment il faut dire aux gens si vous n'avez rien à faire ici, il faut partir. Mais à qui on dit ça? On dit ça aux gens qui sont totalement inadaptés, inadaptables. Ça, il faut même les expulser de force et massivement, des millions. Mais il y a des millions et des millions d'autres qui se sont mélangés, on va parler de métissage, qui se sont mariés avec des gens qui sont déjà nés ici, qui n'ont plus aucune... À la limite, qu'ils aient ou pas des liens ailleurs, on s'en fout, du point de vue de celui qui est dans un pays et qui veut virer les gens, il dit tu te démerdes. Mais ce sont des gens qui souvent, non seulement ont pris une partie de la culture, mais qui sont bien assimilés d'une certaine manière, et surtout qui amènent un dynamisme qui peut-être manque dans le pays d'accueil et qui a fait qu'au début, il y a eu un besoin d'amener ces gens. Je m'explique. Par exemple, en France ou en Angleterre, quand on regarde les petites et moyennes entreprises qui ont été créées, et c'est le cas aussi en Suisse, peut-être encore plus longtemps qu'ailleurs, beaucoup de petites entreprises, beaucoup de jeunes entrepreneurs sont en fait issus de populations immigrées, parce qu'ils ont un dynamisme assez extraordinaire, parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont envie de réussir. Alors, ce n'est pas les seuls, et ils sont loin de représenter l'ensemble de la population immigrée. L'ensemble, ils travaillent, ils essayent de se démerder. Une partie, justement, amène un avantage exceptionnel, et une partie, ce sont des parasites nuisibles, criminels, et donc il faut éliminer d'une manière ou d'une autre, et pour moi, j'ai aucune limite à la manière. Mais ça, c'est moi. Je ne suis pas celui qui fait les lois, donc démerdez-vous. Mais donc il faut faire une sacrée nuance. On ne peut pas jeter le bébé, l'eau du bain avec le bébé. Enfin, on ne peut pas être catégorique. C'est le problème que se posaient les Allemands avec les Juifs dans les années 30. À un moment, ils sont partis sur cette idée absurde qu'il fallait absolument éliminer les Juifs de la vie publique. Avec une catégorie sur une population qui est... Il y a des Juifs bien, il y a des Juifs pas bien, enfin, c'est comme partout. Eux ont décidé que tous les Juifs n'étaient pas bien et qu'il fallait les éliminer de la vie publique dans les années 30, etc. Et à un moment, ils se sont posé la question, je dis oui, mais jusqu'où on va, comment on les définit? Il y a des mélanges, il y en a qui sont mariés avec des non-juifs, il y en a qui sont... Alors eux, ils y sont allés assez radicalement, évidemment. Mais la même question, elle va se poser à un moment, on va se dire, mais qui on veut? Pour peu que... Alors vous connaissez ma théorie, pour moi, on ne va pas y arriver à décider, ça va être l'effondrement, tout le monde va morfler, et on va s'en sortir d'une autre manière. Mais si on ne va pas vers l'effondrement et qu'on va vers l'effondrement lent, la question de ces populations massives, elle va se poser. D'autant que ce phénomène va juste exploser dans ces prochaines années, puisque les immenses masses des pays pauvres, notamment en Afrique, mais aussi un petit peu en Asie, Asie du Sud-Ouest, euh, et même Amérique latine pour l'Amérique, elles vont se déplacer de plus en plus, et avec un effondrement qui commence et qui va s'accélérer, et des ressources qui vont se tarir, notamment des ressources agricoles, ces mouvements ils vont juste exploser. Donc comment on va gérer? Alors peut-être qu'on ne va pas gérer du tout et que ça va être juste tout le monde va prendre les armes, l'État ne sera plus là, et on va protéger nos bases autonomes durables, nos régions autonomes durables, nos pays,
Et les hordes de réfugiés qui arrivent à la frontière, on va juste mettre des champs de mines et tirer dans le tas, peut-être. Peut-être qu'on va les accueillir et admettre qu'ils vont exterminer nos hommes et violer et prendre en possession de nos femmes et de nos terres. Peut-être. C'est pas moi qui connais le futur, c'est pas moi de dire ce qu'il faut faire. Je décris simplement un problème. Et je sais que je peux en choquer certains d'entre vous parce que beaucoup sont encore dans un monde bisounours où il faut donner des bisous et que l'immigré clandestin, il est gentil, c'est pas sa faute. En tout cas, dans le monde du cinéma, de la culture, on voit ces actrices qui allaient protéger les clandestins qui faisaient caca dans les églises là. Et en fait, aucune en prenait chez lui, hein. C'est toujours avec l'argent des autres, hein, qu'il faut aider les gens. C'est jamais soi-même. Tout ça, c'est les trucs de gauche. Vous êtes des petits enculés. Toujours avec l'argent des autres, et surtout ceux qui travaillent, hein, évidemment. Euh, aux côtés de ce côté culturel complètement débile, je sais qu'on peut choquer quand on parle de choses comme ça, mais on va dans un monde dur. Vous savez, en Algérie ou au Maroc en ce moment, où il y a des millions d'immigrés africains, du sud d'Afrique subsaharienne, ils ne sont pas à les accueillir dans les mosquées avec les artistes qui font des manifestations pour qu'on leur donne la nationalité algérienne ou marocaine, hein. C'est à coup de bâton et à coup de coup de pied. Ça, c'est quand ils ont de la chance que ça se gère. Alors, je dis pas que c'est bien. Faites bien attention, je ne vous dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Je vous dis juste que c'est comme ça. Et que ça deviendra de plus en plus dur et que ça deviendra de plus en plus violent et que chacun d'entre nous doit se poser la question, d'ailleurs, où est-ce que nous voulons vivre, notamment si nous sommes d'origine étrangère et surtout si nous sommes d'origine d'une culture extrêmement différente de celle où on arrive. Beaucoup de gens qui se plaignent, et je les comprends d'ailleurs. Moi, j'ai des amis musulmans qui me disent, tu vois, Pierrot, moi, mes enfants, j'aimerais bien qu'ils soient laïcs, j'aimerais bien qu'ils soient à l'école euh, comme les autres et qu'ils apprennent à devenir ce que pour moi, parce qu'ils ont mon âge, je sais pas, pour un Marocain ou un Algérien de 40 ans, la France ou la Suisse, c'est encore, ils ont une image qui était celle de ce que eux voyaient de la France quand ils étaient petits. Donc c'était un grand pays, c'était les lumières, les droits, enfin il y avait encore des choses, quoi. Aujourd'hui, ce qu'ils constatent, c'est que la France ou la plupart des pays, hein, moins la Suisse, mais quand même, d'aujourd'hui, c'est le mariage homosexuel, c'est la gay pride, c'est des politiciens encore plus corrompus que dans leur pays d'origine. Ils se plaignent justement de l'arrivée de fanatisme religieux qu'ils ont connu dans leur pays et qu'ils voient arriver ici. Ils commencent à voir des gens en djellaba dans la rue, des femmes volées, et ils trouvent ça catastrophique. Et au bout d'un moment, ils disent, attends, moi mes enfants, je veux pas qu'ils deviennent comme ça, je veux pas qu'ils vivent dans ce monde. Donc en fait, eux aussi ils font ce que moi j'appelle la sécession, c'est-à-dire qu'ils se retirent du monde, où ils font semblant de vivre encore dans un certain monde et dans une certaine culture, mais eux et leurs enfants, comme moi d'ailleurs, ils leur donnent une éducation privée, dans le sens presque à la maison. Et que lorsqu'on les laisse aller à l'école, c'est un risque qu'on est capable de prendre et qu'il va falloir ensuite dégoupiller les conneries qu'ils vont apprendre à l'école pour leur remettre ensuite la nouvelle morale qui est celle que nous avons choisie, mais qui ne correspond plus à la morale commune. Et ça fait aussi partie des problèmes de la dislocation culturelle et identitaire de nos pays, c'est parce que plus personne a envie, enfin en tout cas les gens qui ont un peu de cerveau, ils n'ont plus envie d'avoir leurs gosses aller dans l'école publique et apprendre les conneries de l'éducation nationale, enfin du système de l'État qui veut les transformer en des consuméristes, hédonistes, complètement à la con. Moi j'aime bien l'hédonisme, hein, moi j'adore, mais je sais que c'est pas une solution de civilisation. Donc, je veux dire, encore une fois, vous savez, moi je suis très gay, LGBT friendly, je suis très tolérant, mais c'est pas une solution de civilisation. Une civilisation qui met en avant des minorités sexuelles, intellectuelles, etc., c'est une civilisation qui va exploser parce que le barbare, ou celui qui est pas barbare, va le devenir. Et les barbares vont juste les massacrer. Et moi, j'ai pas envie que mes gosses ils fassent partie des mecs qui vont se faire massacrer, parce que vous allez vous faire massacrer, les mecs. Fallait pas faire les gay pride, quoi. Fallait rester discret. Voilà. Bah, les gens disent, ouais, t'es homophobe, dis ça. Je suis pas homophobe, j'ai peur de rien. En tout cas, j'ai pas peur des gays, j'ai pas peur des lesbiennes. Je les aime bien, il n'y a pas de problème, mais dans le privé, les mecs et les nanas. Parce que vous vous rendez pas compte de ce qui vous arrive dessus. Vous pensez que quand il y aura là, parce que vous savez que les mecs du Daesh,
s'ils savent que tu as été dans une gay pride, ce qu'ils te font le jour où ils t'attrapent. Je veux dire, là, c'est même pas l'égorgement. L'égorgement, c'est beaucoup trop sympa. Les mecs qui vont te découper en morceaux, te pendre. Enfin, je sais pas ce qu'ils vont faire. J'ai même pas l'imagination pour imaginer. Mais enfin bref, et ils vont venir, hein, ils vont venir vous choper tôt ou tard. De toute façon, c'est dans 6 mois, c'est dans 5 ans, c'est dans 10 ans, ils seront là. Et ils vont voir les photos, ils disent là, c'est toi avec le string en cuir dans la rue devant les gosses. Tu vas passer un mauvais quart d'heure. C'est con, t'aurais pu faire ça chez toi. Bon, et ça, c'est de loin peut-être un problème central pour moi, de toute façon. Le problème d'éducation, oui, parce qu'on rend nos enfants de plus en plus stupides, on leur apprend de moins en moins de matière, etc. Mais je m'égare un petit peu par rapport à l'immigration. Alors le truc, c'est qu'avec l'immigration, forcément vient le métissage, parce que les gens, comme je disais avant, on est attiré plus ou moins par des gens parfois qui sont différents d'entre nous, et puis de toute façon, on est attiré parmi les gens qu'on fréquente. Si vous êtes dans une ville où il n'y a que des Français comme vous, ou que des Suisses comme vous, blancs, qui parlent la même langue que vous, la même tronche que vous, bah vous allez vous reproduire avec eux. Je veux dire, l'histoire de «Ah, j'ai trouvé l'homme idéal, la femme idéale», non, c'est des conneries. Tu as trouvé la femme parce que tu la fréquentes, et l'homme parce que tu le fréquentes. Tu vas pas commencer à dire «Ah, c'était l'homme unique qu'il fallait sur moi». Putain, sur les 7 milliards d'habitants ou 8 milliards d'habitants, il y en avait un juste pour toi. Mais arrête de dire des conneries. Euh, c'est le mec qui habitait à côté de chez toi, qui t'a été à l'école, avec qui tu vas te reproduire, c'est tout. Donc si c'est que des gens blancs pour un blanc, bah, tu vas te reproduire avec des blancs, de la même culture que toi, par exemple. Si tout d'un coup, il y a 10% de, je sais pas, d'Africains ou d'Asiatiques ou peu importe, bah, il commence à avoir des chances que tu puisses te reproduire avec d'autres. Donc le métissage se fait. Il n'y a rien de mal, c'est très bien. C'est souvent des projets d'amour. Souvent, ils se viandent parce que les cultures sont différentes et donc à la fin, on divorce, etc. Mais en même temps, on divorce de toute façon tellement entre gens, même de la même culture, que cet argument, à la limite, il a aucune valabilité. Et moi, je constate hein, que la plupart des gens qui sont mariés avec des personnes de cultures très très différentes, en tout cas au niveau du mariage, ça plante. Je dirais peut-être à 80%, mais en même temps, même quand c'est la même culture, c'est à 40%. Donc la moyenne à 50, 60, de toute façon, chacun se débrouille comme il peut. La vie, elle est assez compliquée de toute façon comme ça. Après, ces mélanges, ces genres métissés, bah, ça donne des mélanges. Moi, comme une fois, moi, de mon regard petit bourgeois, je le trouve très intéressant. Je trouve très intéressant bah, les mélanges, parce qu'encore une fois, le gamin d'une mère péruvienne, d'un mère kurde, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Comment lui, habitant en Suisse, il va s'approprier la culture suisse et en même temps prendre les avantages ou les inconvénients de ces cultures d'origine, donc péruvienne, kurde. Parce qu'au fond, chaque culture a ses avantages et ses inconvénients, elle a ses immenses qualités et ses défauts rédhibitoires et insupportables. Nous sommes tous avec cette dualité d'avantages, désavantages. Et donc quand on mélange des cultures entre elles, nous avons des nouveaux avantages et des nouveaux désavantages. Alors évidemment, le truc, c'est qu'il y a des cultures qui, quand elles se mélangent entre elles, typiquement Algérie, France, eh bien, on a tendance à prendre tous les défauts de l'une et aucun des avantages des deux. Enfin, on a tous les défauts des deux et une des avantages des deux. C'est souvent ça que j'ai remarqué en France. Par exemple, quand je vais les quelques fois où je suis allé en Algérie, culture sympathique, accueillante. Alors ouais, il y a un côté un peu violent, mais qui est tempéré par le côté accueillant, sympa, etc. En France, il y a une douceur de vivre, mais aussi un côté bougon et rouspéteur, etc. Mais voilà, qui est tempéré par le côté douceur de vivre, etc. J'ai remarqué parfois beaucoup de gens, des amis, hein, même, qui sont algériens en France, enfin qui sont issus de mariages, etc. À la fin, on se rend compte qu'ils sont violents, agressifs, bougons et rouspéteurs, mais ils n'ont plus le côté joie de vivre, douceur de vivre et hospitalité sympathique, etc. Et donc là, on a un truc où on a cumulé les défauts et ça ne m'étonne pas que dans les racailles, il y a les majorités, c'est des gens d'origine maghrébine et africaine qui ont pris le pire du côté du français et le pire du côté de leur pays d'origine. C'est très étonnant comme mélange de culture. Il y a parfois ça en Angleterre, je vois ça, et il y a parfois ça aux États-Unis, encore que moi je vois que par exemple dans les cultures afro-américaines que j'apprécie aux États-Unis d'une certaine manière, je me souviens, alors ça date un peu, c'est dans les années 80, mais je trouvais qu'il y avait un côté où ils prenaient un côté, alors il y avait le côté agaçant consumériste à l'américaine,
mais il y avait des côtés intéressants dans le mélange d'une culture africaine avec la culture américaine. Et finalement, il y avait beaucoup de créativité et beaucoup Alors, je précise, hein, je généralise. Ça ne veut pas dire que tous les mecs d'origine algérienne en France, c'est des petits enculés. Non, 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 pas du tout, hein, vous me comprenez. Au contraire, il y a des gens très bien, et même parmi des gens qui font de l'entrepreneuriat, qui font des importations, exportations, que peut-être aucun Français d'origine française n'aurait pensé à faire avant, etc. Donc c'est quand même subtil et compliqué. Je sais que, je vous le disais dès le départ, c'est un sujet sur lequel, avec lequel il faudrait prendre des pincettes. J'en prends pas. J'essaie d'aller assez cash et franco. Et j'ai pris des exemples comme ça, mais chaque culture et chaque individu, et vous savez que pour moi, ce qui compte, c'est l'individu. Moi, je suis un libertarien, donc pour moi, c'est l'individu qui fait. C'est pas tellement. Bien sûr, il véhicule une certaine culture, qui est donc dans ses origines et ses racines et dans ses identités. Mais c'est l'individu qui compte. Moi, quand je vois quelqu'un et il me dit Salut, je m'appelle Rachid, bon, ok, il est peut-être algérien, mais pour moi, c'est Rachid qui m'intéresse. Quand je rencontre John d'Écosse, je me dis chouette, c'est un Écossais, parce que les Écossais me sont sympathiques a priori, mais c'est John qui m'intéresse. Lorsqu'ensuite je rencontre Douzane, qui est, je sais pas, kosovar. Moi, j'ai peu d'expérience avec les Kosovars, donc j'arrive avec une certaine neutralité. Alors ici, ils ont une réputation plutôt négative en Suisse, mais là, ce qui m'intéresse, c'est Douzane. Et d'ailleurs, les quelques-uns que je connais, Kosovo, Albanie, finalement, ils sont très sympas et je m'entends bien avec eux. Et en fait, je me rends compte que peut-être cette réputation des Kosovars et des Albanais, qui sont un peu, elle a une mauvaise réputation ici en Suisse, elle est peut-être infondée ou elle est fausse. Et voilà. Et donc ça, moi, personnellement, j'ai beaucoup évolué dans mon appréciation de la culture albano-kosovare. Petite parenthèse. Et donc il y a ces mélanges. Donc je reviens à mon métissage et les gens se mélangent. Et plus il y a des gens qui viennent de loin, plus la possibilité et la fréquence de ces métissages se fait. C'est normal, ça fait partie du processus. Là où il faut se poser la question, c'est comment ça se fait que dans les médias, le gouvernement, on pousse à ce métissage, qu'il y a une véritable idéologie de ce métissage. Encore une fois, il n'y a rien de mal à ce que des gens qui s'aiment aient envie de faire des enfants et que ces enfants sont le mélange ethnique, racial, génétique, donc, et forcément culturel de leurs parents. Il n'y a aucun problème. Après, est-ce que ces gens, ils vont bien le vivre? Est-ce que les enfants vont bien vivre dans l'environnement où ils sont, d'être un petit peu différents ou pas? Ça, c'est des questions que les parents doivent se poser avant. Généralement, ils ne le font pas parce que nous sommes tous plus ou moins abrutis lorsque nous sommes amoureux et que nous faisons des enfants et qu'on ne réfléchit plus à ces trucs. Puis de toute façon, il y a encore une certaine forme d'assimilation. Et puis, bon, cette question de pourquoi est-ce qu'on veut qu'on se métisse, bah, moi j'ai une réponse claire, hein, c'est qu'il y a là aussi, économiquement, ça a du sens de faire en sorte que les gens se mélangent de plus en plus, parce que par le processus du mélange, on perd nos racines fortes, parce que quand vous avez une seule on va dire, racine culturelle, une seule identité culturelle, bah, vous êtes très fort dans cette racine culturelle. Quand vous commencez à en avoir deux ou quatre, ça peut être une force, mais souvent, c'est quatre racines faibles. Et donc, comme vous êtes faible, vous êtes plus facilement attrapable par le consumérisme. Alors là aussi, la plupart d'entre nous, on est de toute façon des grands consommateurs complètement abrutis. Donc de toute façon, que l'on soit avec quatre ou trois origines, ou deux ou une, à la fin, on est quand même des gros cons consommateurs à bouffer McDo et aller regarder le dernier film à la mode et s'habiller avec les fringues avec lesquelles on nous a dit de nous habiller, s'acheter la télé, la bagnole et la baraque à crédit comme les autres. Cela dit, on est un petit peu plus faible lorsqu'on est un peu déraciné, lorsqu'on n'a pas de culture forte et à plus forte raison lorsque nous avons des cultures multiples. Bon, ça c'est une première raison, une raison économique. Ensuite, il y a une raison qui est à mon avis plus perverse, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une catégorie de personnes qui sont folles, qui ont une certaine domination culturelle dans certains médias et même dans certaines branches économiques du gouvernement, qui sont des suprémacistes raciaux dont je ne vais pas donner l'origine parce que ça me porterait à confusion, ils ne sont pas loin de là tous comme ça, mais il y a une groupe de personnes, clairement vous les identifiez très facilement si vous regardez leur patronyme, lorsque vous voyez des gens qui vous poussent au métissage, des gens qui disent non, non, mais c'est très beau les enfants mélangés, tout ça et tout ça, vous voyez qui c'est, d'où ils viennent, quelle est leur religion, et après vous vérifiez qu'ils soient bien suprémacistes, c'est-à-dire que eux veulent la pureté de leur propre race, entre guillemets,
Et eux, en revanche, alors pour moi c'est une connerie de dire pureté de la race, c'est un truc qui a aucun sens. Mais enfin, ils veulent ça pour eux, et ils veulent que vous et moi, on se mélange, parce que eux, ils se disent, eux sont extrêmement racistes, eux disent, je me suis arraché un peu de peau, ça saigne, c'est pas grave. Eux se disent, les blancs sont intelligents, les noirs sont cons, on va les mélanger entre eux, comme ça on aura une population en moyenne plus conne que les blancs, et donc on va les dominer. C'est pas moi qui dis ça, hein. C'est eux qui disent ça. Et eux, comme ils savent d'être un petit peu plus intelligents, mais ils sont pas si intelligents que ça, ils sont malins, mais ils sont pas intelligents. Eh bien, ils se disent, on va les dominer. Et encore une fois, je précise, c'est pas tous les gens de cette ethnie-là et de cette religion-là, c'est une toute petite minorité qui sont suprémacistes. Et ces gens-là, ils ont infiltré, pour plein de raisons économiques, etc., pas mal de médias et pas mal de sources de culture, et ils vous disent qu'il faut vous mélanger parce que c'est bon pour eux. Et ça, c'est assez. Personne, enfin, très peu de gens le dénoncent. Et lorsque vous dénoncez ça, vous êtes traité de fasciste, nazi, tout ce que vous voulez. Or, c'est factuel. Vous regardez qui sont les noms de ces gens-là qui poussent les clips vidéo où on voit des blacks avec des blancs. C'est toujours dans le sens-là. C'est toujours l'homme qui vient de loin avec la femme du pays d'accueil. On ne vous montrera pas des clips avec un blanc en train de faire le singe et puis en train de tripoter le cul de Nana Black, hein. À 99% de chance, on va vous montrer un black avec des chaînes en or et machin, et des blanches. Lorsqu'on va faire une pub pour une assurance, on va montrer un noir avec une blonde et des enfants métis. C'est toujours dans ce sens-là, parce que c'est l'homme qui véhicule, en plus ils sont sexistes, hein. C'est l'homme qui véhicule la domination culturelle, ethnique, raciale, génétique. C'est complètement con, hein, mais c'est comme ça. Alors peut-être qu'il faut aller voir dans le Lévitique, et dans les nombres ou dans certains textes bibliques et Torah anciennes, pour voir d'où ils puisent cette manière de faire qui est assez subtile, qui est cachée, mais enfin qui se voit quand on fait le minimum de trucs. Même moi qui suis euh, plutôt cool avec ces communautés-là, bah, je le remarque. Donc voilà. Alors maintenant, qu'on prenne qui pourra, comme diraient certains. Alors maintenant, ce métissage, la question qu'on doit se poser, c'est puisqu'il va aller en augmentant, puisqu'il va aller avec l'augmentation massive de l'immigration dans des phases d'effondrement économique qui vont s'étendre dans le monde, il y a deux remarques. La première, elle est rigolote, c'est qu'en fait, avec ces mélanges, si ça se trouve, d'ailleurs, moi je ne crois pas que les Noirs soient moins intelligents ou plus intelligents. Moi je pense qu'il y a des particularités dans chaque ethnie, dans chaque groupe. Mais ce qui peut être marrant, c'est que peut-être que le gamin qui est né d'une mère péruvienne, d'un père kurde, peut-être que lui va se marier avec une gamine dont la mère est nigériane, une grande athlète par exemple, et le père était un savant pakistanais du nucléaire, une grosse tête. Et peut-être que le gamin, l'enfant donc de ces deux nouveaux qui vont, oui, peut-être que lui il a, je sais pas, l'intuition péruvienne, il a la subtilité moyen-orientale héritée du kurde, la force physique de la Nigériane, alors bon, ça fait un peu cliché, hein, mais désolé. Et peut-être qu'il a la monstre intelligence du père, du grand-père pakistanais, qui en fait avait aussi des origines ouïghours, chinoises, etc. Et peut-être que tout d'un coup, on a un gamin qui est le début d'une nouvelle évolution de la race humaine, de l'espèce humaine, qui en fait est un être humain qui physiquement est supérieur, euh, qui est intellectuellement supérieur, et qui est le nouveau Übermensch, et qui va se reproduire plus que les autres, parce qu'en plus il sera beau, je ne sais pas. Et donc au bout de 4, 5, 20 générations, il y a une nouvelle espèce humaine qui est plus grande, plus forte, plus belle, plus intelligente, et qui va, au bout d'un moment, exterminer les autres. Et donc, en faisant les apprentis sorciers, on ne sait jamais, la nature de toute façon et la sélection naturelle restant à la fin le maître à décider dans toutes les espèces de qui survit pas. Euh, on peut imaginer que ces suprémacistes idiots qui font des apprentis sorciers avec les êtres humains, on peut imaginer que ça leur pète à la gueule et que des gens en bottes et en uniforme noir, réellement supérieurs, viennent leur botter le cul tôt ou tard, et peut-être même botter le cul à tout le monde, si ça se trouve. Là, ça c'est une première remarque que je trouve rigolote, parce que l'ironie dans l'histoire, j'aime bien. La deuxième remarque que je trouve qui peut-être est à faire, c'est que
nous allons peut-être créer des nouvelles identités issues de ce métissage. Et moi, je crois fortement, comme je le disais au tout début, que dans l'effondrement économique qui arrive, nous allons nous forger des nouvelles identités. Des identités qui vont être forgées dans la difficulté, qui vont être forgées dans l'effort et dans le travail colossal, et que les fourmis vont se différencier des cigales. Et je pense que les cigales vont mourir ou devenir les esclaves, et que les fourmis, pour celles qui ne vont pas mourir, parce que beaucoup de fourmis vont mourir, si vous voyez mon image, eh bien, ce seront la nouvelle identité, et peut-être les maîtres des cigales. Et que le monde sera forgé par la nouvelle identité, peu importe son origine raciale. Moi, je crois vraiment que la culture est plus importante et que nous allons forger une nouvelle culture qui sera partagée parce que par définition, nous allons souffrir ensemble. Et parce que nous allons souffrir ensemble, nous allons réussir à forger une culture qui sera notre identité commune. Et donc, souvent, lorsque j'explique ça à des amis qui ont des tendances à être très identitaires, français, catholiques, peu importe, je leur dis, soyez flexibles, parce que ce que vous représentez, c'est peut-être le passé, et c'est pas parce que vous détestez ce melting pot qu'on essaie de nous imposer qu'il est forcément mauvais. Vous voyez, c'est assez. Vous voyez, ma réflexion, j'ai mis 1 heure pour en arriver là, mais tout ça pour vous dire que, en fait, le mélange, si on est intelligent, si on y met de l'effort, il peut donner des résultats intéressants. Et ça, c'est bien sûr un message d'espoir, j'essaye de passer. Et souvent, je dis souvent à des gens qu'en fait, je suis pas du tout un humaniste, et je le suis vraiment pas. Moi, je suis pour marche ou crève, je suis pour que les forts et les intelligents survivent, et que les faibles et les idiots meurent. Enfin, vraiment, moi, je suis pour une sélection naturelle qui a disparu ces derniers 50 ans, 60 ans dans la plupart des pays riches, mais qui va revenir et qui est saine pour l'espèce humaine de toute façon à long terme. Donc quelque part, moi je suis un spéciste humain, c'est-à-dire je veux qu'on soit meilleur, et j'espère que dans 50 générations, l'être humain soit bien meilleur qu'aujourd'hui, plus intelligent, moins idiot, et peut-être qu'on arrivera à vivre un peu plus en harmonie et en paix, mais on en est loin, et il va falloir qu'on souffre encore pendant longtemps avant de piger ça. Et j'espère que moi et mes gènes seront représentés dans l'humanité dans 50 générations. C'est pas garanti, mais ça c'est mon travail. Bah, c'est pas pour moi. J'ai des gens qui disent tu fais survie parce que tu as peur de mourir. Vous avez rien compris. J'ai pas peur de mourir, mais je veux juste que mes gènes soient représentés dans les 50 générations futures pour qu'on soit des humains meilleurs, de la même manière qu'il y a 50, un peu moins, quelques milliers de générations, nous étions encore des australopithèques, et donc on veut aller vers autre chose et quelque chose de mieux. Bref. Alors ok, c'est un peu à long terme, mais bon. Et donc, si ça se trouve, on va aller vers quelque chose de mieux, on va aller vers quelque chose de nouveau, mais ça, on va le forger dans l'effort, on va le forger dans la souffrance, on va le forger dans le feu, la glace, et la guerre, et la souffrance, et le sang. Et on verra bien. En tout cas, tout ça pour dire que il est à nous de prendre la responsabilité autour de nous, avec nos amis, et de faire pression sur nos gouvernements, de leur faire savoir que nous n'allons pas accepter n'importe laquelle de leurs plans débiles aveuglement, que nous allons agir et que nous allons faire en sorte de choisir notre avenir et non pas de le subir de leur part. Je ne sais pas si j'ai réussi à passer un message. Tout d'un coup, j'ai l'impression que je finis un peu de manière confuse, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, c'était un peu mon message. Donc, pas nécessairement de tolérance, mais certainement un message d'ouverture d'esprit, de flexibilité et de reprise en main de votre destin par le choix de qui vous acceptez autour de vous, comment. La souveraineté est donc importante, souveraineté de votre pays, souveraineté de vos frontières, souveraineté de qui vous laissez entrer, qui vous laissez pas entrer, la qualité des gens que vous voulez faire venir avec vous ou pas. Moi, je suis pour la discrimination dans tous les domaines. Je veux dire, si vous voulez pas embaucher quelqu'un parce que vous n'aimez pas sa tronche, vous l'embauchez pas. Si vous voulez pas baiser avec quelqu'un parce que vous n'aimez pas sa tronche, vous baisez pas avec. Si vous voulez pas vous reproduire avec quelqu'un parce que vous trouvez que ses origines, ses cultures ne sont pas assez bonnes pour vous, faites-le. C'est votre choix. Vous êtes libre. Vous êtes vraiment libre si vous le voulez vraiment.
Et donc la souveraineté de votre pays, de vos frontières et de qui vous faites venir chez vous et dans quelle quantité, c'est à vous de le choisir et c'est à vous de faire en sorte que ça puisse être vous de choisir cela. Voilà, je vous laisse. À très bientôt.